Mon intervention elle a pour cadre l'étude de recherche et d'expertise que je coordonne depuis 2020 au sein d'un partenariat entre la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le laboratoire de recherche pavé de l'ENSAP Bordeaux. Avec mon collègue Louis Karadec, nous sommes tous les deux architectes, maîtres de conférences en TPCAU, et nous avons tout d'abord cherché à identifier, puis à analyser et évaluer des réalisations potentiellement labellisables sur notre grande région, avant de transmettre les connaissances produites au sein d'enseignements, en formation initiale et continue, puis de les valoriser au travers d'actions et de supports de médiation auprès d'un public large. C'est donc autant une étude à visée scientifique, pédagogique, qu'opérationnelle que je vous présente, et je voudrais essayer de mettre en lumière l'articulation entre le savoir produit, transmis et valorisé. En préambule, je voudrais vous dire que j'aborde le label comme un outil pour faire entrer l'architecture du XXe siècle que nous conduisons ou que nous avons conduit sur la voie de la labellisation dans un nouvel espace de projet propre au XXIe siècle. Par notre formation d'architecte, nous nous sommes autant intéressés aux projets matériels et spatials produits au XXe siècle qu'aux projets dits en re, le préfixe re, concernant aussi bien la reconnaissance, la réhabilitation, la restauration ou encore la reconversion, donc visant à le faire évoluer. Cette approche nous a également amené à considérer le label comme un vecteur d'enseignement du projet, au sein duquel nous avons posé la construction d'une culture architecturale commune aux architectes, aux acteurs de l'aménagement, aux usagers, comme un préalable. Quelques mots tout d'abord sur la préhistoire de ce projet, puisque cette étude nous a été confiée parce que nous avions une certaine antériorité dans le domaine de l'habitat. L'habitat est en effet au sein de ce laboratoire au cœur de nos préoccupations et au-delà de ce laboratoire, il est au cœur de nos pratiques professionnelles. C'est une question universelle et j'ai plaisir ici à faire référence à Édith Girard qui nous disait que l'habitat c'est la ville. Le XXe siècle a été particulièrement prolifique en la matière, dont le mouvement moderne, dans ses différentes expressions, et nous nous sommes plus focalisés en effet sur cette modernité. L'habitat est au cœur de nos enseignements, de projets, au sein d'un domaine qui lui est dédié en master, mais également au sein de nos recherches au travers de deux axes, habiter, habitat et théorie, architecture, théorie, projet. Nous avons au bout d'un moment également intégré l'habitat dans sa dimension patrimoniale au sein d'un nouvel enseignement de master à compter de 2016, un enseignement d'analyse architecturale sur l'architecture du XXe siècle, situé sur une aire géographique qui est l'arc atlantique entre la Bretagne et le Pays basque. En 2020, nous avons recentré cet enseignement sur la Nouvelle-Aquitaine et plus spécifiquement sur l'architecture contemporaine remarquable lorsque nous y avons adossé l'étude avec la DRAC. Donc le territoire à ce moment-là s'est restreint au sein de notre grande région. Nous avons travaillé sur une quarantaine de maisons plus ou moins connues ou reconnues, certaines monuments historiques, d'autres labellisés ou labellisables, d'autres encore plus de l'ordre de la production courante. Bien évidemment, nous avons tâché de mettre en place une méthodologie, à savoir recenser, repérer, sans visée exhaustive, mais voilà, acquérir des sources documentaires, des sources archivistiques, nous déplacer, procéder à des repérages de terrain, puis présélectionner un corpus potentiellement labellisable et nous mettre en relation avec les propriétaires, les ayants droit, les personnes ressources, établir enfin un corpus final à investiguer. Donc première étape. Deuxième étape, mener l'étude analytique dans le cadre de cet enseignement d'analyse. Troisième étape, porter les dossiers de labellisation en groupe de travail. Donc ça commence arriver à convaincre les propriétaires, les accompagner pour remplir un CERFA, puis aller jusqu'en CRPA, jusqu'à la rédaction à la fin des notices également concernant les biens labellisés. Quatrième étape ensuite, développer une connaissance plus fine des objets labellisés, cette fois-ci non plus avec les étudiants, mais nous en tant qu'enseignants-chercheurs. Donc ça a été dit déjà, mais ça c'est du temps long.
C'est à la fois un atout ou un handicap dans l'enseignement et dans la recherche, en fonction de comment on se positionne. Nous, en tout cas, on l'a perçu comme une occasion de faire entendre aux étudiants, de faire entendre aux propriétaires gestionnaires, aux usagers, aux acteurs divers, que face à la tentation de se jeter dans l'acte projectuel de façon immédiate, eh bien, nous défendions le fait de d'abord comprendre le sens profond d'un lieu et d'un objet. Arriver devant un objet et dire « je ne sais rien ». Je ne sais pas d'emblée ce qu'il faut faire, que ce soit en matière de reconnaissance ou bien encore d'évolution. À partir de là, il y a eu 2 volets dans nos études analytiques pour observer et comprendre ces réalisations. Un premier volet d'analyse, où là, au fond, c'est plutôt la pertinence du regard qui va, on va dire, l'emporter sur l'exactitude des mesures, même si c'est aussi ça que nous visions. Et l'originalité de notre méthode, ça a été d'aborder le dessin comme un outil de compréhension. La spécificité de notre métier d'architecte, c'est de penser par le trait. Pour nous, c'est un outil de conception, mais nous, on croit aussi que c'est un outil de compréhension. Donc, aller au-delà du redessin. Le redessin, en soi, il n'apprend rien. En revanche, préférer un redessin interprétatif et interrogatif. Et second volet, essayer d'établir des liens de filiation et de généalogie, puisque cet enseignement, à l'origine, c'était aussi cela, entre ces différentes maisons et les références qu'avaient pu avoir les architectes de manière revendiquée, de manière consciente ou non, une manière pour nous de situer ces objets étudiés au sein d'un univers doctrinal. Travailler ensuite sur une critériologie, parce que, bon, on s'est vite rendu compte, on a vite mesuré que les critères énoncés officiels, ils s'avéraient assez génériques pour identifier ce qui fait la remarquabilité d'une réalisation. C'est un constat quelque part critique qui nous a amené à construire une grille plus élaborée. Donc analyser ces réalisations en articulant qualité historique et documentaire à qualité symbolique et d'usage, et en mettant en particulier en lumière quelque chose qui importait beaucoup pour nous, c'était la qualité matérielle, la qualité spatiale, la qualité sensible d'une architecture que j'ai résumée là par la qualité projectuelle. Voilà, ce qui fait pour nous l'architecture comme un art de bâtir. Nous avons donc travaillé en plan pour comprendre des figures d'implantation, des structures spatiales, circulation, distribution, hiérarchie, en coupe et en axonométrie pour comprendre des relations interniveaux, les vues, les dispositifs lumineux, et puis bien sûr aussi en façade pour comprendre des rapports de plein, de vide, de percement, d'occultation, de rythme, etc. Les qualités, ces qualités-là que je viens d'évoquer, nous les avons ensuite croisées à 2 autres, à savoir celles d'intégrité et d'authenticité. Peut-être qu'Alois Riegel n'est pas très loin au fond de tout cela. Au fond, cela nous a amené à déterminer ce qui fait la valeur architecturale d'une réalisation dans son acception globale et de dégager ce qui en fait le caractère intangible. Qu'est-ce qui mérite, donc ça c'est un second axe quelque part de notre travail, qu'est-ce qui mérite d'être sanctuarisé, préservé, conservé? Qu'est-ce qui est susceptible au contraire d'évoluer? Un diagnostic qui introduit la question de l'évolution, de la mutation de l'architecture du XXe siècle. Comment est-ce qu'elle constitue désormais une matière à projet dans ce XXIe siècle? Et donc on a essayé de travailler sur un travail de typologisation, donc l'étude des types d'intervention. Je les présente rapidement de manière très concentrée et synthétique, c'est même réducteur, hein, mais principalement nous en avons trouvé 3 qui se déclinent de différentes manières. Mais premièrement, la conservation, l'idée de maintenir sans modifier, la conservation stricte, hein, même parfois. Deuxièmement, la réhabilitation, donc rendre capable de mettre aux normes d'habitabilité, de confort thermique, ou encore enfin la restauration, l'idée quasiment de rétablissement dans un état d'origine, sachant que ces différents types ne sont pas forcément exclusifs, mais bien souvent ont été cumulatifs. À partir de là, dans ces différents types, on a essayé également de caractériser des procédés spatiaux. Voilà. Donc on a pu comprendre qu'il y avait pu y avoir un travail de comblement, un travail d'accolement, d'étirement, ou encore de surélévation. Des transformations globalement beaucoup plus addictives que soustractives. Au fond, ce qu'on a compris, c'est que la force de ces structures spatiales, dans ces maisons, elle est telle qu'elles ont perduré jusqu'à aujourd'hui dans leur qualité fondamentale. Ce qui explique, entre autres, d'ailleurs, qu'elles ont été labellisées. L'espace à vivre, l'espace en creux, délimité, eh bien, il continue d'être apprécié par les propriétaires, il continue d'être actuel, ce qui remet d'ailleurs en cause l'obsolescence toute relative de l'architecture domestique moderne.
Donc pour nous, il a été important, que ce soit auprès de nos étudiants ou auprès des acteurs que nous rencontrions, dont les usagers, de faire comprendre que projeter ces réalisations dans le XXIe siècle, c'est d'abord veiller au maintien de cette structure spatiale, de ce gros œuvre. Parce que bien sûr que de nouveaux percements peuvent avoir lieu et ne pas s'inscrire dans la continuité de la composition de façade, travail de proportion et de rythme. Bien sûr, le risque aussi de la disparition des mots des natures et des revêtements par un effet d'épaississement. Le second œuvre, c'est tout ce qui est de l'ordre du decloisonnement, du recloisonnement, qui peut entraver des vues, des arrivées de lumière et de parcours. Et puis ce que j'ai appelé, moi, le tiers-œuvre, c'est un néologisme, hein, mais tout le mobilier intégré, tout le mobilier immobilier, qui est si important dans toutes ces réalisations et qui participe bien souvent de leur structure spatiale. Donc ça nous a permis de comprendre et de mettre en lumière que le second œuvre, il n'est pas secondaire. Absolument pas. Et c'est notamment à ce niveau de conception et d'exécution qu'il faut veiller, alors qu'il participe à la remarquabilité de ses réalisations, car c'est sur lui aujourd'hui que pèsent entre autres les menaces, parce qu'il va occuper le centre de ce nouvel espace de projet dans les années à venir, si ce n'est déjà le cas. Donc il y a bien sûr une importance à comprendre le sens profond de ces réalisations durant cette nouvelle phase de leur vie, désormais labellisée, où elles peuvent être amenées à entrer dans un nouveau temps de projet, et donc il faut se mettre en mesure d'intervenir de la manière la plus éclairée, sensible et responsable qui soit. Et là, pour terminer, il y a un enjeu, qui est celui, au fond, de la culture. Voilà. L'enjeu de la culture, il est soulevé, de la diffusion culturelle comme outil de connaissance, comme outil de reconnaissance et comme préalable également à l'intervention. Et pour nous, il y a 3 cibles de public. D'abord, les futurs architectes dans la formation initiale. Ensuite, les acteurs de l'aménagement et les usagers au travers de formations continues et d'actions de médiation. Ce que nous avons donc essayé de faire, hein, donc cette étude, elle nous a permis de mettre en place des cours. Un cours de culture théorique pour apprendre à lire, analyser un espace dans sa complexité spatiale et constructive. Un autre cours également sur les pratiques en re, parce que de la même manière qu'il y a un art de construire, il y a un art de transformer, ce que disait Bernard Huet, hein, il y a un art de transformer les restes. Et quel beau reste ici nous avons eu à étudier. Le travail auprès des acteurs de l'aménagement, c'est à Bordeaux une formation que nous avons mise en place sur la culture architecturale en partenariat avec l'université. Donc essayer de former à la culture architecturale auprès de différents acteurs qui nous ont souvent sollicités pour cela. Depuis une quinzaine d'années, existe également à Bordeaux un enseignement en médiation de l'architecture. Et donc, j'ai adossé cet enseignement au bout d'un moment à cette étude sur l'architecture contemporaine remarquable, de telle manière à ce que les étudiants travaillent sur différents supports et outils de médiation auprès des usagers de ces maisons, mais aussi également aujourd'hui auprès des copropriétaires des opérations de logement collectif sur lesquelles nous travaillons. Depuis cette année, nous avons mis en place les JNA dans le cadre de ce partenariat. Bon, c'est l'occasion, là encore, de faire se croiser des publics. Et puis, je pense que la formation, c'est aussi la nôtre en tant qu'enseignants. C'est la formation continue pour nous, pour que le savoir, finalement, continue d'être problématisé, d'être actualisé, d'être vivant pour nous-mêmes. J'ai suivi en 2023 cette formation à Chaillot pour essayer d'actualiser un peu mes connaissances. Terminer pour dire que bien sûr, c'est important de valoriser ce savoir produit, qu'il ne reste pas fermé dans nos murs des écoles d'archi. Donc vous avez vu comment on a essayé de le faire au travers d'actions de médiation, mais c'est aussi la valorisation scientifique, donc la participation pour nous à des colloques ou journées d'études, ici en Islande pour ICOMOS, au mois d'octobre pour un séminaire sur l'intervention à partir de l'existant avec l'université de Récif, le département d'architecture, l'organisation toujours à l'automne d'un séminaire à l'école d'architecture de Bordeaux sur la recherche en théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Et puis important pour nous que le lancement de ce recueil de travaux que nous avions mené depuis 2016 comme un outil pour la communauté enseignante et étudiante. Je termine avec l'actualité et les perspectives de cette étude. Toujours une veille que nous menons sur l'habitat individuel en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi un glissement vers l'habitat groupé, vers le petit, moyen collectif et les grands ensembles. C'est à la fois un intérêt du laboratoire, un intérêt d'enseignants-chercheurs, mais
le choix des campagnes, entre guillemets, que nous faisons est très lié aux campagnes thématiques souhaitées aussi par le ministère. Que le savoir ne reste pas fermé dans les murs des écoles d'archi, c'est la rédaction d'ouvrages. Ici, un ouvrage qui vient d'être... la rédaction d'un ouvrage qui vient d'être terminé sur une de ses réalisations en Pays Basque, comment être moderne et local à la fois, par Jean-Raphaël Hébrard. Et puis probablement la perspective, on aimerait, d'un ouvrage sur ce corpus d'habitat individuel en Nouvelle-Aquitaine. Je pense bien sûr qu'il pourrait constituer une base de connaissances pour éveiller à une prise de conscience patrimoniale, impulser ou encadrer des travaux. Travaux qui, s'ils s'avèrent avec du recul constitués, à défaut de modèles à copier, des types inspirants, eh bien, mériteraient d'être capitalisés, puis valorisés, sous la forme de différents supports et actions, autrement dit, transmettre des bonnes pratiques projectuelles. Voilà, merci.